Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui une vidéo que quelques-uns ont voulu que je fasse et que je reçois de plus en plus de commentaires. Merci d'ailleurs à ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui veulent justement un petit peu comprendre le monde d'aujourd'hui, la technologie et bien évidemment qui veulent évoluer vers le mieux. Qui, je rappelle, est le but principal de cette chaîne. Donc vidéo qui sera assez longue et qui mérite une explication assez fournie. Donc préparez, je pense, une bonne heure parce que évidemment on va essayer de survoler un petit peu les relations hommes-femmes et de ce qui est la SMV, c'est-à-dire Sexual Market Value, c'est-à-dire la valeur des êtres humains, hommes et femmes, sur le marché des rencontres. Je vais vous donner des pistes de réflexion, des hypothèses adaptées dans le monde d'aujourd'hui en prenant en compte la technologie et qu'est-ce qu'elle a changé entre les relations entre les hommes et les femmes. Parce que, bien évidemment, je tiens à dire que sur cette chaîne, il n'y a pas de guéguerre entre les sexes, mais on est là pour essayer de se comprendre. Et c'est très important que on voit de plus en plus de personnes avec leur téléphone qui préfèrent discuter via SMS plutôt que de se rencontrer, préfèrent vivre leur vie à travers les réseaux sociaux plutôt que de se rencontrer en chair et en os. Et donc du coup, on ne muscle pas notre muscle social, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête de développer des neurones psycho-émotionnels, et donc ça crée quoi ? Ça crée des problèmes, et aujourd'hui, les gens ont un comportement qui mime les réseaux sociaux. En gros, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a plus de place à la nuance, il n'y a plus de place au débat. On disqualifie les uns et les autres en disant tu es sexiste, tu es raciste, tu es homophobe ou tu es un complotiste. Et on ne prend plus le temps d'avoir de l'empathie, d'essayer de comprendre les points de vue des uns et des autres. Et c'est quand même sacrément dommage. Et aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes sont vraiment à un point où c'est compliqué. Je tiens juste à dire que j'expose jamais mon point de vue politique. Ce que vous voyez, c'est une analyse d'un point de vue psychologique, sociologique, voire anthropologique. Je tiens aussi à rappeler que les relations hommes-femmes ne sont pas mon domaine d'expertise. Je fais juste le constat que quand j'accompagne des gens, quand je parle des réseaux sociaux avec les lycéens, ou ne serait-ce que hier en conférence avec les adultes, à l'heure où je tourne la vidéo, hier j'ai eu une conférence auprès des adultes, je vois que il y a plus de mal de communication entre les individus et à travers les sexes. Et donc, je vois bien que pour réussir à ce que les gens retrouvent une harmonie, déjà ne serait-ce que qu'on travaille sur l'estime de soi, qu'on travaille sur la gestion des écrans, et sur le bonheur, en tout cas sur comment ils peuvent atteindre leur objectif, je vois bien que la relation au sexe opposé est importante. Et donc, par rapport de ce constat-là, j'ai dû commencer à faire des recherches sur la sociologie des relations entre les hommes et les femmes, parce que les gens ne se comprennent plus, et comme disait l'étude d'Harvard, que le bonheur des êtres humains part des relations humaines avec les êtres que l'on chérit, il est évident aujourd'hui que pour qu'on puisse avoir un groupe de personnes qui nous tiennent à cœur, avec qui on peut s'entraider, il faut aussi d'abord, du coup, aller vers l'autre, essayer de comprendre les dynamiques sociales et les dynamiques amoureuses. C'est en ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, je vous laisse dans ce premier chapitre où on va partir d'abord d'un constat primitif et on va ensuite l'adapter sur notre société d'aujourd'hui. Vous verrez, j'expliquerai les graphes avec un maximum d'études et on va voir un petit peu tout ça ensemble. SMV, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut l'être humain? C'est parti. Alors, accrochez-vous car la vidéo ne va pas être facile et on a beaucoup de choses à dire. La première partie consisterait à dire que l'être humain est un animal et que forcément, comme tous animaux, il a des instincts de survie, ce qui veut dire qu'il va de manière indirecte, inconsciente,
s'orienter vers différentes actions. Et là, il y a un peu de monde qui s'oppose entre les personnes qui considèrent que tout est déterminisme et d'autres, tout est behavioriste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, vous avez en gros les féministes, les gauchistes qui vont vous dire que tout est construction sociale, et d'autres à l'extrême opposé qui vont vous dire que tout est génétique et que tout est joué d'avance à votre naissance et que la vie est sur des rails. La vie sur des rails, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, c'est-à-dire que tout est fait dès votre naissance et vous n'avez plus qu'à suivre le cours de votre vie. Et les behavioristes, c'est les dynamiques, le confort dynamique économique, intellectuel, que vous pouvez avoir été baigné dedans, mais que, évidemment, comment vous avez été éduqué, votre environnement fait qu'aujourd'hui, vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Bref, la construction sociale. Encore une fois, je vais me placer relativement entre les deux. Et pourquoi je vais me placer entre les deux ? Tout simplement parce que nous savons depuis une quinzaine d'années, par le phénomène épigénétique, que notre ADN peut changer, que notre cerveau, par neuroplasticité, peut décider de construire et déconstruire des neurones. Ce qui veut dire que nous avons une base génétique, mais qu'elle peut être modifiée en fonction de notre environnement qui peut être éducatif, économique, et toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, il y a Robert Plomin de King's Street University de Londres qui a fait une étude sur l'intelligence, en quelle proportion était déterminée par la génétique et si la réussite était innée ou pas. En revanche, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser surtout à quelle est la base d'un point de vue primitif, anthropologique, l'être humain. Bon, de manière très simple, ne vous inquiétez pas, mais aussi en quoi la société aujourd'hui a changé les comportements. Parce que, qu'on soit bien d'accord, on ne se comporte pas non plus aujourd'hui comme des hommes de caverne, ou l'homme primitif. Et quand je parle de l'homme, c'est avec un grand H. Ne soyez pas frustrés les féministes, s'il vous plaît, commencez pas. Donc je considère que tout est plurifactoriel. Et d'ailleurs, en sociologie, très souvent est plurifactoriel. C'est pas une dualité, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, c'est pas tu es pour moi ou tu es contre moi. La chose est bien plus complexe que cela. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser au déterminisme. C'est-à-dire que nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un être humain lambda il y a des millions d'années et de savoir comment il devait survivre. Parce que n'oubliez pas que notre cerveau, même à l'heure actuelle, et vous le voyez bien, avec les adultes qui sont pas nés avec la technologie, qu'ils ont beaucoup de mal à s'y adapter. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, même si aujourd'hui nous sommes en 2022 à l'heure où j'écris cette vidéo, notre cerveau est toujours programmé par rapport à ce qui se passait il y a des milliers, voire des millions d'années dans la nature. Et c'est pour ça que nous sommes si pris par la technologie, puisque en fait la technologie émettant des signaux tout le temps, des stimuli tout le temps, nous sommes toujours stimulés par ces stimuli d'ailleurs, et c'est ce qui fait que nous avons du mal à nous détacher de la technologie aujourd'hui, parce que notre cerveau est fait pour capter les stimuli, parce que les stimuli à l'époque étaient rares. Donc notre cerveau est toujours un bon vieux cerveau d'il y a des millions d'années, malgré le fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde complètement différent. Alors que fait un animal dans sa vie ? L'objectif, c'est qu'il puisse survivre, qu'il puisse faire perpétuer l'espèce et qu'il puisse subvenir à ses besoins les plus primaires. Et donc, il organise, que ça soit de manière solitaire mais aussi collective, des stratégies qui lui permettra d'optimiser ses chances de survie. Et comme vous pouvez le voir, l'être humain n'est pas forcément équipé d'un corps et de défense qui permet d'écraser tous les prédateurs autour de lui. Le corps d'un être humain est assez fragile, ses capacités physiques assez mauvaises en soi. On peut dire que sa plus grande capacité reste l'intelligence, mais aussi son endurance au niveau de la marche. Il a la capacité du coup de pouvoir socialiser avec les autres individus de son espèce, et d'ailleurs c'est ce qui lui permettra via le groupe de survivre, car tout seul il est relativement vulnérable. Grâce à son intelligence, que ce soit dans la réalisation de problèmes, c'est-à-dire son QI supérieur aux autres animaux,
mais aussi sa capacité sociale et émotionnelle à pouvoir travailler en groupe. Il permet d'avoir des outils qui lui permettra de se défendre, mais aussi de chasser pour pouvoir aller manger, mais aussi, grâce au groupe, de pouvoir répartir des rôles différents en fonction des capacités des individus pour pouvoir optimiser la survie. Les hommes et les femmes ayant un corps un petit peu différent, ben oui, parce que contrairement à ce que disent les gauchistes, nous avons un corps différent, les hommes prenaient plus de risques et allaient à la chasse, alors que les femmes, leur but, c'est de pouvoir survivre. Alors c'est pas parce qu'elles sont plus faibles physiquement qu'elles servaient à rien. Elles avaient tout un tas de compétences qui permettaient aussi de faire survivre la tribu et l'être humain, mais de manière complètement différente. Et il ne faut pas oublier que la femme, c'est quand même elle qui enfante. Et pendant la période de grossesse, la femme est quand même fragile à ce moment-là, très vulnérable. Et donc il faut bien que les autres parties du groupe, et donc surtout ceux qui sont agressifs, parce que ceux qui ont les plus hauts taux de testostérone restent quand même les hommes, il fallait bien qu'ils soient en capacité de pouvoir, 1, défendre, 2, explorer, et 3, avoir le rôle de celui-là qui va récupérer à manger, celui qui va avoir la possibilité de conquérir ce qu'il y a autour, et d'agrandir la zone de confort. Donc l'être humain, malgré le fait qu'il ait une conscience et une capacité d'intelligence supérieure, il a quand même, je rappelle, un instinct primitif. Si on vous met tout seul dans une île déserte, vous verrez que instinctivement, vous allez vous imprégner d'un rôle où vous avez le plus de compétences, et vous allez voir que les hommes et les femmes vont faire des choses différentes. On le voit au niveau de la guerre en Ukraine. Ça s'est fait naturellement. L'objectif de l'être humain est donc de survivre, et donc du coup son besoin est de perpétuer l'espèce comme toute espèce animale sur Terre. Et donc forcément, va y avoir une compétition entre hommes, entre femmes, et la nature va sélectionner les hommes et les femmes avec certains gènes qui leur permettent de résister à des maladies, qui leur permettent de développer l'espèce, et donc certains hommes seront sélectionnés par certaines femmes, car n'oublions pas que c'est la femme qui enfante, donc c'est la femme qui va choisir. Les femmes et les hommes les plus fragiles seront directement éliminés par le choix de l'espèce, mais aussi par la nature. Ce n'est ni plus ni moins que la sélection naturelle, quand bien même les gauchistes persistent à dire que ça n'existe plus aujourd'hui, si, ça existe. Et d'ailleurs, vu les exigences féminines sur le marché des rencontres, je peux vous garantir que ça existe beaucoup aujourd'hui. Étant donné qu'être enceinte, c'est une période de vulnérabilité et voire de mort potentielle au moment où il faut sortir l'enfant, pour la femme, il est évident qu'elle ne peut pas choisir n'importe quel homme et de faire n'importe quoi avec sa période de fertilité, parce que ça pourrait mettre en jeu la survie de l'espèce, mais aussi sa survie à elle. Donc elle est obligée de choisir les hommes qui répondent le mieux à son besoin de sécurité. Et son besoin de sécurité, ce sera un gars qui est forcément le plus fort, qui est forcément en capacité de pouvoir la protéger des prédateurs et de pouvoir avoir une génétique suffisamment forte pour échapper aux maladies et à toutes ces choses-là. Par définition, la femme va donc du coup choisir l'homme le plus en haut de la hiérarchie, et donc l'homme qui aura la capacité de faire des bébés en capacité de survivre dans l'environnement. Donc la femme ne va pas s'accoupler avec n'importe qui. Et donc c'est ce qu'on appelle un choix hypergamique. Donc la femme devient hypergame. La concurrence entre hommes, le but des hommes, ça va être d'exposer la semence le plus possible pour avoir plus de chances que leur gène soit perpétué à l'avenir. Et donc l'homme va adopter la stratégie de plus je copule avec des femmes, plus j'ai de chances qu'elles tombent enceintes, plus j'ai de chances qu'il y a au moins un bébé qui arrive à terme avec mes gènes. Donc du coup, l'homme va adopter une stratégie de polygamie, c'est-à-dire qu'il va copuler avec un maximum de femmes pour qu'il ait un maximum de chances que ces gènes puissent être perpétués à l'avenir. À partir de là, le choix masculin et féminin est différent. Donc voici, comme on l'avait vu dans le graphique, la différence entre les hommes et les femmes dans les choix de stratégie amoureuse. Donc là, ça va être adopté à notre époque. Bon, si on faisait... Il y a une différence entre les stratégies
où les hommes et les femmes se mettent en couple, les stratégies de plan cul, les hommes ne regardent rien, ils prennent et ils font, alors que les femmes auront tendance à prendre toujours les hommes les plus élevés dans la hiérarchie sociale. Ce qui amène que la relation amoureuse ou sexuelle entre un homme et une femme est une relation où on transfère de la valeur. Les hommes apportent une certaine valeur, les femmes en apportent une autre. Maintenant, ce qui est un peu délicat, c'est que la relation sexuelle chez les êtres humains, il existe une notion de plaisir qui n'est pas toujours le cas chez les animaux. Et donc cette notion de plaisir, elle peut aussi se marchander. C'est clairement comme ça qu'elle se marchande aujourd'hui dans notre société. Voilà, ça nous amène dans la deuxième partie, la SMV, Sexual Market Value. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est votre valeur sur le marché des rencontres, votre valeur sexuelle. Vous avez ce graphe qui est affiché sur votre image, qui est le graphe de la valeur sexuelle des femmes et des hommes sur le marché des rencontres à différents âges. Et vous voyez un petit peu que sur l'axe des ordonnées, vous avez donc la valeur notée d'une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 10, et sur l'échelle des abscisses, l'âge de 15 à 60 et plus. Donc on parle bien de archétype sociologique, c'est-à-dire que c'est une représentation générale des comportements humains. Donc c'est une généralisation par définition, et je tiens à le préciser parce que sinon on va dire oui mais moi je suis pas comme ça, oui mais moi ça n'a rien à voir. C'est une généralisation. Quand on parle d'archétype sociologique, on parle d'une majorité sociologique, donc de 51%, de plus de 50%. Et donc ça peut être carrément différent des hommes du quotidien, mais on verra que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une SMV générale, et que bien évidemment, vous avez, ça c'est très peu expliqué, mais la SMV ensuite individuelle, qui veut dire qu'en fait, pour être très simple, quand je prends par exemple la SMV d'un homme à 25 ans, qui se situe aux alentours de 3,75 sur 10, en général, l'homme à ce moment-là est à son potentiel de 3,75 sur 10. D'accord ? Mais peut-être qu'un homme de 27 ans, s'il est déjà riche, s'il est déjà très grand, très beau, etc., peut-être qu'il vaut déjà 8. D'accord ? Sinon, ça voudrait dire que, par phénomène hypergamique, je rappelle que l'hypergamie, c'est une femme ne date que à son niveau ou au-dessus, ça voudrait dire qu'en fait, les hommes et les femmes seraient célibataires jusqu'à l'âge de 31 ans, puisque les hommes auraient une valeur supérieure aux femmes sur la SMV. Et c'est pas le cas, les femmes sont en couple avant, et bien évidemment, il y a des hommes qui sont en couple avant 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une SMV générale et une SMV qui est applicable à chaque individu. Partez du principe que le graphe que vous voyez, c'est une SMV de la majorité de la population, et qui nous fait comprendre que à un certain âge, les femmes ont l'avantage, et qu'à d'autres âges, les hommes ont l'avantage. Donc à quoi ça correspond ? Je peux par exemple vous donner un exemple comme le sport. Vous avez un joueur qui est capable de vous faire gagner des matchs, ce joueur aura une valeur élevée sur le marché des transferts. Mais dès que ce joueur vieillit et pèse moins en moins dans le jeu, et donc du coup dans le plus haut niveau mondial, le joueur perd de la performance, devient moins performant que les jeunes, et donc du coup il devient moins intéressant pour les clubs, et donc du coup sa valeur marchande diminue. Il faut savoir que le marché des rencontres, c'est comme l'économie, l'offre et la demande, ce que vous êtes en capacité de donner en valeur et d'échanger, et ça vous donne une valeur sur le marché des rencontres. Comment est calculée cette SMV ? Il faut bien comprendre que déjà, d'un point de vue biologique, les hommes et les femmes ont la même maturité sexuelle au même âge. C'est-à-dire que les règles pour les femmes et le sperme pour les hommes se situent aux alentours de 10 à 13 ans. Mais émotionnellement, c'est pas la même chose qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes, ce qu'elles recherchent sur les hommes, c'est différent que ce que les hommes recherchent chez les femmes. Et là où c'est différent, c'est-à-dire que la valeur d'un homme est représentée, par exemple, par sa capacité, je vous l'ai dit en premier lieu sur le premier chapitre, c'est-à-dire sa capacité à protéger, sa capacité à
être costaud, à éviter les ennuis, à permettre à une femme de pouvoir procréer dans un environnement le plus sécuritaire possible. Pour ça, il doit avoir une génétique la plus avantageuse possible, donc c'est-à-dire être grand, être costaud, avoir une génétique qui permette d'éviter les maladies, et puis aussi, et ça c'est plus dans notre société aujourd'hui, il doit avoir un statut social élevé, c'est-à-dire beaucoup d'argent, parce que l'argent représente dans notre monde d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, la sécurité, parce qu'avec l'argent vous pouvez acheter la liberté, vous pouvez acheter des biens, vous pouvez acheter la sécurité. Donc l'argent est très important. Et le fait d'avoir du réseau, ça permet d'avoir des opportunités, et donc si vous êtes sociable, ça veut dire que vous avez la capacité d'avoir du réseau. La capacité du réseau, c'est la capacité d'augmenter dans le respect des individus, d'avoir la capacité de protéger, parce que les gens pourront faire à votre place, et donc c'est important pour une femme. Donc la confiance, c'est ce qui va vous permettre de... chez les hommes, si la confiance est très important pour les femmes, c'est parce que c'est votre capacité à affronter les défis. Sans confiance, ça veut dire que vous allez vous faire manger par les défis. Mais ça, j'y reviendrai dans la troisième partie. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une femme pour un homme ? C'est sa fertilité, sa jeunesse, donc sa capacité à procréer. Et donc forcément, une beauté physique veut dire des gènes qui seront intéressants. Et puis n'oubliez pas qu'il y a quand même un diktat de la beauté dans notre société, et que quand vous êtes beau, vous passez quand même à travers un grand nombre de discriminations. Donc la beauté de la femme est obligatoire. Avoir des gros seins et un bassin large et des fesses volumineuses permettent bien évidemment à l'homme de se dire que la femme est fertile et que le bébé aura peu de chance du coup de manquer de nourriture par les seins, et bien évidemment si le bassin est assez large, c'est que le bébé aura la capacité de pouvoir passer à l'accouchement, même si aujourd'hui il y a les technologies, mais il ne faut pas oublier que notre cerveau est un vieux machin. Hein. Et puis si on reprend le marché en 2022, vu le comportement des femmes, ce qu'on attend, en général ce que les hommes attendent, c'est que la femme embrasse sa féminité et ne prenne pas le rôle de l'homme. Alors embrasser sa féminité, ça ne veut pas dire être soumise, hein, qu'on soit bien d'accord. Les femmes, à l'époque, si on remonte il y a des millions d'années, elles n'étaient pas forcément soumises, elles avaient un travail différent. Donc la femme peut travailler totalement aujourd'hui. Hein. Le 20e siècle et le 19e siècle, où les femmes étaient très soumises, il faut savoir que c'est une partie de l'histoire, mais qui n'est pas en réalité la majorité de l'histoire. Hein. Donc les femmes travaillaient aussi, et on demande bien évidemment, les hommes veulent aussi des femmes qui peuvent faire preuve de confiance, même si évidemment ce n'est pas éliminatoire contrairement aux hommes, et bien évidemment un comportement et des compétences, notamment les compétences sexuelles. Donc l'embrassement de la féminité, c'est la capacité d'être sage, de soigner, de prendre soin, et toutes ces choses-là, qui sont hyper importantes pour un homme. Le soutien émotionnel, parce que le soutien émotionnel de F permet d'éviter à ce que H vienne dans son côté obscur, qui est donc la destruction pure et simple de soi et des autres. Et donc ces SMV, vous pouvez... voilà, si on interprète un petit peu le graphique, on voit que les femmes atteignent une valeur assez élevée, parce que regardez, dès l'âge de 15 ans, une femme est quand même cotée à 5 sur 10 sur l'échelle du marché des rencontres. 15 ans, c'est très jeune. Aujourd'hui, vous prenez une adolescente, vous le voyez sur les réseaux sociaux, déjà à 15 ans, les femmes ont des propositions sexuelles. Comment je le sais ? Tout simplement, rappelez-vous, moi je suis conférencier sur les bons usages d'Internet aussi auprès des jeunes. Et donc quand on parle des réseaux sociaux, j'ai déjà pas mal de témoignages de jeunes filles qui, à 15 ans, sont déjà sur le marché des rencontres, sans s'en rendre compte des fois, notamment sur TikTok ou Instagram. Faut pas oublier qu'à cet âge-là, les femmes font preuve d'une fertilité incroyable, et donc il n'est pas étonnant qu'une femme de 15 ans, enfin une jeune fille de 15 ans, ait de la valeur sur le marché des rencontres. En revanche, pour les hommes, à 15 ans, c'est zéro. Oui, parce qu'à 15 ans, un homme ne fait rien en termes de valeur. Il a généralement peu confiance en lui parce qu'il est en pleine période adolescente, il n'a pas de statut social, ne cumule pas donc les 3 capitaux. Quand même, il peut avoir même le capital physique, il est très peu musclé à cet âge-là. Peut y avoir de l'acné, etc. Ensuite, socialement, il n'est pas encore fait parce qu'il a très peu d'estime pour lui-même.
Et donc ensuite en termes de financier, vu qu'il ne travaille pas, il n'a strictement rien. Donc incapacité de fournir quelconque valeur à la femme à cet âge-là. Voilà pourquoi les femmes recherchent des hommes plus vieux. Soit disant que c'est pour la maturité, oui, parce que émotionnellement, étant donné que les femmes rentrent plus tôt sur le marché des rencontres, vous vous doutez bien que les femmes maturent plus vite parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est un phénomène de survie. Si elles sont immatures, elles se font engrosser par n'importe qui et peuvent se retrouver en danger. Et donc du coup, viol ou se retrouver en situation de précarité, ce qui n'arrive pas aux hommes, ou du moins très peu. D'ailleurs, on le voit par exemple dans la représentation dans les films, dans les séries, même parfois dans les jeux vidéo, sur la valeur de H et F, ça représente bien la SMV. Vous voyez toujours, régulièrement, un homme plus âgé qu'une femme, mais en fait, en réalité, si vous voyez une femme de 25-26 ans avec un homme qui aurait entre 35 et 40 ans qui se mettent en couple, en réalité, ça peut parfois perturber la société parce qu'il y a une différence d'âge assez élevée, mais en réalité, sur l'échelle des SMV, elle coïncide parce qu'une femme à 27 ans, 28 ans serait aux alentours, 27 ans serait aux alentours de 9 sur 10, et un homme à 34-35 ans serait à 9 sur 10. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on représente le statut social, la posture, un homme très confiant, et qu'est-ce qu'on véhicule chez la femme? De la fertilité, de la jeunesse, de la beauté, du désir, cette capacité de pouvoir envoûter, et donc d'embrasser complètement la féminité. Le duo s'équilibre puisque F et H vont avoir un effet sur l'un et l'autre, empêchant F et H d'aller vers leur côté sombre. Alors, aujourd'hui, vous voyez les femmes qui ont beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Pourquoi on voit par exemple les hommes plus sur les jeux vidéo et plus les femmes sur les réseaux sociaux? Le jeu vidéo est un lieu compétitif, ce qui permet aux hommes de montrer leurs compétences, alors que les femmes, les réseaux sociaux, ça leur permet de communiquer, et donc elles communiquent beaucoup, et elles communiquent énormément leur fertilité. Voilà pourquoi les photos sont souvent retouchées, qu'il y a des filtres, et bien évidemment qu'elles font ça pour attirer l'attention des hommes. Pas n'importe lesquels, évidemment, le top 20%, si possible le top 10%, mais on verra dans les chapitres plus tard avec le déséquilibre des relations hommes-femmes à cause des réseaux sociaux et du féminisme, qu'en réalité elles recherchent le top 1%, y compris les plus moches. Ensuite, qu'est-ce qui fait que la valeur de SMV, donc de la femme, décline très rapidement? C'est parce qu'il ne faut pas oublier que la femme mature à 25 ans, et que après, la capacité reproductrice de la femme diminue à vitesse grand V. À 25 ans, c'est optimal. À 30 ans, ça commence à être... c'est pas compliqué, mais disons que c'est moins bien qu'à 25. Et puis, plus on se rapproche de 40 ans, et puis ça devient dangereux. Alors qu'un homme a la capacité de procréer toute sa vie. Et peut procréer plus tard. Donc, du coup, la valeur de H ne peut pas baisser, parce que lui, quoi qu'il arrive, il va s'améliorer dans le temps, et en plus il peut toujours procréer, et il peut garder son capital physique. Donc la valeur de H arrive plus tard et baisse qu'après 40 ans. D'ailleurs, je reviens dans les films où on représente souvent un homme qui trompe les femmes, et souvent les femmes se plaignent que les hommes n'arrêtent pas de tromper. Ce sont souvent des femmes qui ont une quarantaine d'années qui se plaignent de ça. Regardez la valeur des hommes à 40 ans et la valeur des femmes à 40 ans. Si on faisait des films avec des protagonistes où l'homme aurait 20, 21, 22 ans et la femme le même âge, on verrait que en réalité, la femme trompe beaucoup plus que l'homme, parce qu'en fait c'est encore une fois une question de valeur sur le marché des rencontres, et que à ce moment-là, une vingtaine d'années, F est largement supérieur à H, et qu'à une quarantaine d'années, H est largement supérieur à F, et c'est l'offre du marché de la rencontre. Donc c'est l'offre et la demande, et évidemment, H ayant énormément de choix à 40 ans, peut se retrouver dans une situation de pléthore et de se dire si ma nana elle est relou, je vais la tromper, bien que H a plus de facilité que F à distinguer relations de couple, sentiments amoureux et relations sexuelles, alors que les femmes vont tromper les hommes aux alentours d'une vingtaine d'années, parce que évidemment elles ont la pléthore à ce moment-là. Donc voilà pour les valeurs générales, mais on n'oublie pas qu'il y a la valeur individuelle,
Et la valeur individuelle, eh ben, elle est très simple. Que un homme, pour qu'il puisse augmenter sa valeur, il doit être en capacité de démontrer de la valeur. Comment? Déjà, il y a la partie génétique, c'est-à-dire faire 1m80 et plus, être en capacité d'être musclé. Donc le muscle représente la sécurité physique. La sécurité sociale, c'est le statut social et donc du coup d'avoir de l'argent, d'être confiant pour avoir la capacité d'affronter les défis. Et bien sûr, démontrer tout un tas de compétences qui seront utiles à la survie de F. L'attractivité physique compte beaucoup. On verra que les femmes choisissent les hommes physiquement et sont beaucoup plus exigeantes que les hommes alors qu'elles prétendent le contraire, mais ça je vous montrerai ça plus tard. Et donc du coup, pour les hommes, pour augmenter votre valeur individuelle, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. De même pour les femmes, hein. L'hygiène de vie est très importante et votre SMV peut augmenter ou baisser en fonction de votre hygiène de vie. Donc si vous êtes gros, je rappelle que gros, alors c'est pas pour me moquer des gros, mais c'est une maladie, hein, l'obésité. Hein. Rappelez-vous que ceux qui meurent du Covid, c'est ceux qui sont certes vieux, mais ceux qui sont en obésité. Donc ça veut dire que être gros, c'est une maladie, et c'est un facteur qui est discriminatoire au niveau des marchés de rencontre. Pourquoi? Parce que être gros est synonyme d'une mauvaise santé et pour la survie de l'espèce, on ne veut pas procréer avec des gens en mauvaise santé, sinon ça fera des gamins en fragilité. Et donc avec des chances de survie bien plus faibles. Donc faites du sport, mangez correctement, dormez vos 8 heures, les 7-8 heures par nuit. Faites en sorte, hommes et femmes, c'est pareil, hein, de vous mettre en valeur par les habits, par une personnalité, des choses qui peuvent faire la différence. Alors oui, ça fait moins que la différence que la génétique, mais ça fait la différence. Donc bien évidemment, les hommes, votre apparence physique, la capacité de prendre soin de vous. Les femmes, j'en parle moins parce qu'elles savent déjà le faire, alors que les hommes, c'est quand même plus difficile. Donc soyez en capacité de prendre soin de votre apparence. Mesdames, arrêtez de crier à la grossophobie. Je tiens à vous dire que si vous êtes grosse et que vous ne trouvez pas de mec, c'est parce que vous êtes en mauvaise santé. Donc commencez par prendre soin de vous et vous verrez que les opportunités grandiront toutes seules. Mesdames, embrassez votre féminité. Ayez des compétences qui peuvent être très utiles à H. Donc vraiment la capacité de pouvoir avoir le rôle de support, ça ne vous empêche pas de travailler, ça ne vous empêche pas d'être indépendante, ça ne vous empêche pas de suivre votre propre voie, mais sachez que les hommes, si vous voulez augmenter votre capacité à attirer les meilleurs hommes possibles, cette notion de support est très importante pour les hommes. C'est comme pour les RPG, hein, ceux qui jouent aux jeux vidéo, les DPS, donc ceux qui vont au combat et qui infligent le plus de dégâts, adorent être supportés par les healers, donc les classes qui sont capables, les classes de support qui soignent et qui apportent du support. N'oubliez pas une femme a la capacité de transcender un homme dans les meilleures des façons possibles comme dans la pire des façons possibles. Vous agissez comme un miroir positif ou négatif. Derrière un grand homme se cache une femme et moi personnellement, je ne négligerai jamais à quel point une femme a un rôle hyper important dans la société. Certes, c'est un rôle plus de l'ombre que l'homme, c'est plus ingrat, mais sans femme, je tiens à le dire, un homme peut se morfondre complètement. Et c'est ça, hein, en fait, qui tue l'homme avec le féminisme à l'heure actuelle. Hein. C'est que la femme n'embrasse plus la féminité et donc les hommes ne savent plus où ils vont. Hein. Peut-on améliorer sa SMV? Bien évidemment, et pour ça, je vais parler bien évidemment des hommes et des femmes. Et nous allons commencer un petit peu par ce que dit un petit peu la Black Pill et la Red Pill Community, et surtout ce que les hommes doivent faire pour attirer les femmes et améliorer la SMV. Et je ferai un petit peu la même chose pour les femmes, notamment les femmes qui ont un peu de mal. Et donc, évidemment, voilà, donc ça c'est ce que les woke en bleu là
ont tendance à dire, et puis ce que diraient les femmes pour pouvoir les attirer. D'ailleurs, messieurs, ne prenez jamais pour content ce que vous disent en conseil les femmes pour attirer les autres femmes, parce que vous allez vous prendre des claques dans la gueule. Ça, c'est ce que dit en général les coachs en séduction, et ça, c'est ce que dit plutôt les MGTOW, voire les incels. Et donc, moi, en fait, je vais plutôt me situer pas tout à fait là, parce que ce serait mentir, surtout avec les graphes que j'ai à vous montrer juste après. Pas non plus tout à fait là, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais je vais me situer un petit peu entre les deux. Entre la red pill et la black pill. Encore une fois, moi je ne prône pas les discours extrêmes. On peut tous trouver les chaussures à son pied, alors ça fait un peu kitsch ce que je dis, mais c'est le cas. En fait, il faudrait juste que les hommes et les femmes réapprennent à communiquer, chose qu'on ne fait plus, et puis on va dire que les événements politiques et ce qu'on nous dit à la télé, et ce que nous influe Netflix et consorts dans la tête, tendent à nous rendre excessifs, et puis les réseaux sociaux avec leur bulle informative et leurs algorithmes qui tendent bien évidemment à nous brosser dans le sens du poil, viennent nous empêcher de débattre parce qu'on a l'impression que tout le monde pense comme nous, et que si on rencontre quelqu'un qui pense différemment, c'est que c'est complètement un complotiste. Voilà. Donc, à surtout pas faire, messieurs, c'est cette colonne. Donc, les femmes vont vous dire que ce qui est important, c'est la personnalité, c'est de rester soi-même. Mais bon, quand on est médiocre, rester soi-même, c'est rester médiocre. Et les machines, je tiens à vous le dire, si cette chaîne existe, c'est pour éviter de rester dans la médiocrité. Donc, le changement, ça fait partie d'un être humain. Ensuite, on va vous dire que ce qui est un peu important, c'est qu'il y ait une attraction physique. Bon, d'accord. Et finalement, ce qui ne rentre pas du tout en compte, c'est la taille, le statut, l'argent, et puis encore moins la capacité à séduire. Alors là, carrément, ça n'existe pas. Évidemment, ne prenez jamais cette partie du tableau en conseil, parce que, messieurs, vous allez avoir droit à tous les râteaux possibles auprès des femmes. La Red Pill Community va vous dire que ce qui compte le plus, c'est votre confiance, c'est votre capacité à avoir du jeu de séduction, et que finalement, ce qui passe un petit peu en retrait, c'est votre capacité, votre beauté physique et votre taille. Quand même, il vaut mieux avoir quand même un corps relativement musclé. Et ce qui est important, mais pas éliminatoire, c'est-à-dire le statut et l'argent. Et dans la Red Pill, la personnalité n'a rien à voir. Et là, je ne suis pas d'accord parce que la personnalité a clairement à voir. Pour la Red Pill, si vous êtes en capacité de manipuler, vous êtes en capacité du coup d'avoir toutes les filles que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a quand même des nanas intelligentes qui arrivent à comprendre un petit peu les intentions de chacun. La Black Pill qui est, elle, clairement, c'est la génétique. Donc on revient au débat du premier chapitre, qui est donc les stratégies de survie et de besoin de perpétuer l'espèce, et donc du coup le déterminisme à l'état pur, c'est-à-dire que ce qui compte et ce qui est non négociable et ce qui est éliminatoire, c'est si vous êtes moche et petit, vous ne pourrez pas avoir accès aux femmes. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un corps relativement musclé, d'avoir l'argent et d'avoir un petit peu, bien évidemment, de game, donc de jeu, de séduction. Et ce qui est un peu important, qui peut donner un plus, c'est d'avoir une belle personnalité. Alors moi, je vais vous dire honnêtement mon point de vue, il va se situer entre la Red Pill et la Black Pill. Alors pourquoi? Je vais vous montrer un petit peu la Black Pill, en quoi c'est important. Les femmes choisissent les hommes en fonction de leur qualité physique. Et je vais vous montrer un petit peu... tac, je vous montre... Voilà. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les speed dating des hommes et des femmes. Alors, vous avez le premier graphique, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que eux, les personnes en tant que telles, recherchent pour leur match. Donc, qu'est-ce que les femmes recherchent chez les hommes, qu'est-ce que les hommes recherchent chez les femmes. Et vous avez un graphique. Donc, du coup...
Vous avez donc les hommes qui recherchent, bien évidemment, hein, c'était le cas, beaucoup plus de beauté physique, alors que les femmes vont être plus équilibrées. Et vous avez ensuite ce que pensent dans le deuxième graphique, ce que pensent les hommes des hommes dans leur recherche, les femmes des femmes dans leur recherche. Donc encore une fois, on a une grosse corrélation avec le premier graphique ici. Il y a un graphique que je ne vous ai pas montré qui est qu'est-ce que pense le sexe opposé dans leur recherche, et on revient toujours un petit peu là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est le graphique suivant que je vous montre, qui est en fait, donc en bleu, ce qu'on a vu dans la recherche, et ce qui est la réalité de la décision. Donc ça, c'est chez les hommes, et ça, c'est chez les femmes. Et là, ce qu'on voit, c'est que, en réalité, donc les femmes ont envoyé beaucoup des hommes sincères, intelligents, fun, ambitieux, intéressants, et très peu de beauté physique. Et en fait, chez les femmes, ce qui ressort en premier, c'est l'attractivité, s'il est intéressant, et s'il est fun. Et en réalité, c'est là où on voit le côté obscur de F, qui est que les femmes aiment le diable. Et donc, ça représente quoi en 2022 et dans notre société? C'est que les femmes aiment les bad boys. Et elles se font toujours avoir. Vous verrez qu'en période de dévoiement, une femme se fait toujours avoir. Et c'est ce qu'elle trouve attirant chez un homme, c'est-à-dire la beauté physique, l'intéressant, et si il est fun. Donc si vous avez le sens de l'humour, messieurs, c'est très intéressant et très important. Désolé pour les hommes intelligents, les femmes n'aiment pas forcément les hommes intelligents. C'est un plus que si vous avez les capacités de base, donc du coup, attractivité et fun. Alors chez les hommes, en fait, on s'en fout d'avoir une femme sincère, on s'en fout d'avoir une femme intelligente, et encore une fois, beaucoup plus d'ambition par contre chez les femmes. Mesdames, vous voyez comme quoi on n'est pas contre une carriériste, hein, une femme ambitieuse et appréciée chez les hommes, bien évidemment intéressante et fun, et bien évidemment l'attractivité, on voit qu'il y a, c'est bien relié entre l'attente et la réalité. Les hommes n'ont pas menti à ce point-là, contrairement aux femmes. D'ailleurs, la preuve que la Black Pill a raison sur une chose, c'est la taille des hommes. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la grossophobie, ou le fait que des femmes moches aient du mal à avoir des rapports sexuels ou être en couple. Eh ben, personne parle de la plus grande des discriminations, qui est la discrimination sur la taille des hommes, qui est la plus grande discrimination avec la beauté physique dans notre monde, et ce dont les féministes ne parlent jamais. Alors, voilà, donc sur les ordonnées, c'est le nombre de pourcentage de femmes qui seraient prêtes à accepter la relation, basé sur la taille des hommes, et vous avez en abscisse la taille des hommes en inch. Donc je vais vous dire une chose, les deux cercles rouges que vous voyez, c'est finalement ici la taille moyenne, donc à peu près 1m75 le cercle rouge, et vous avez en fait finalement environ un peu plus de 55% des femmes qui seraient prêtes à accepter un homme qui fait 1m75. C'est-à-dire que pour 45% des femmes, avoir un homme qui fait une taille moyenne est inacceptable dans une relation. Inacceptable. Ce qui devient acceptable pour 90% des femmes, c'est 70,5 inches, ce qui correspondrait à 1m80 plus ou moins. Donc ça veut dire que pour 90% des femmes, elles tendraient à accepter un partenaire homme à partir d'1m80. 1m80, mesdames, juste pour vous rappeler un petit peu le défi statistique, que sur la population masculine mondiale, 1m80 représente 6% des hommes. Ça veut dire que vous excluez de facto, uniquement sur le critère de la taille, 94% de la population masculine. En France, 1m80 et plus, ça doit se situer, je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais je pense que ça doit être 85-15 ou 90-10 à peu près, le ratio des hommes d'1m80 et plus. Alors évidemment, voilà, ça fait peur, ça veut dire que, regardez surtout, en fait, là, moi ce qui me choque le plus, c'est ici, c'est-à-dire que il y a, à partir d'1m70, en dessous d'1m70, je tiens juste à vous dire que la réponse ici, là,
est exponentielle. C'est-à-dire vous faites 1m60, et d'après certaines études, et je vous mettrai de toute façon toutes les sources dans la description, quand vous faites 1m70, vous êtes en concurrence pour une femme avec 2 hommes. Et quand vous faites 1m60, vous êtes en concurrence avec 11 hommes pour une femme. Et 1m80, c'est 1 pour 1. Donc la taille idéale pour les femmes, vous voyez, hein, c'est entre 1m80 et 1m86, 7 à peu près. C'est la taille idéale. Ce qui représente dans la population mondiale quand même très peu de gens. Hein. Donc c'est vrai que l'hypergamie féminine aujourd'hui n'a plus de limite. Donc mesdames, si vous voulez un petit peu avoir la chance d'avoir des hommes, c'est qu'à un moment donné, il va falloir, comme pour l'estime de soi, il va falloir baisser l'équation de l'exigence, parce que vous ne serez jamais heureuse avec un homme avec des exigences aussi élevées. D'ailleurs, voici le top 6 des attributs des femmes célibataires âgées de 30 à 45 ans qu'elles associent avec elles-mêmes. Donc pour 77% d'entre elles, elles se considèrent comme indépendantes, confiantes pour 54, responsables pour 49, ambitieuses pour 43, strong-minding, c'est forte, pour 42% et aventureuse pour 32%. Et donc là, vous avez l'impression que ce sont des caractéristiques qui sont géniales pour séduire un homme, et je vous rappelle la réalité. Ambitieuse, oui. Fun, oui. Attractive, oui. Le reste, non. Surtout, moi, ce que je vois, je vous ai parlé d'embrasser la féminité. Mais mesdames, quand vous mettez en avant ces compétences, on va dire ces attributs de votre personnalité, moi, je suis désolé, indépendant, confiant, responsable, ambitieux, fort et aventureux ne sont pas des attributs féminins. Ce sont les attributs masculins. Les hommes ne sont pas attirés par ça. Donc, il n'est pas étonnant que ces femmes-là se retrouvent célibataires. Ce qui est dommage, c'est que je vois aucune femme qui met qu'elle est empathique, qu'elle aime faire plaisir, qu'elle aime prendre soin, qu'elle est douce. Alors, il n'y a rien hein, sur... ce ne sont pas des choses... Je veux dire, moi, qu'une nana soit indépendante, c'est moi, personnellement, dans mes préférences féminines, moi, une nana indépendante me dérange pas. Hein, c'est pas un problème. Une nana qui est confiante, pareil. Une nana qui est responsable, super. Je veux dire, c'est pas un souci. Maintenant, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière les mots. Ambitieuse, est-ce que tu vas sacrifier... Est-ce que tu veux être une nana en fait qui va jamais s'occuper du foyer, et donc du coup dans l'éducation des enfants, est-ce que c'est l'homme qui va se sacrifier? Et donc du coup, est-ce qu'il en a envie? Peut-être pas. Strong-minded, ça pourrait, si on lit entre les lignes, aujourd'hui, caractère fort, mais caractère fort, ça veut dire quoi? Ce que je vois avec ces mots, c'est comme une transposition de ce que veulent les femmes chez les hommes, mais qu'elles se l'ont approprié, donc c'est un miroir un peu. Et puis, en réalité, quand on voit la doxa dominante et le féminisme, indépendant, en réalité, ça va dépendre sur quoi. Confiante, ça va dépendre de ce que demande la société. Et parce que le fait d'être une femme forte, c'est considéré comme révolutionnaire dans la société. Responsable, responsable, oui et non, parce que quand on voit la responsabilité des femmes sur certains plans, c'est responsable sur certaines choses et pas sur d'autres. Et d'ailleurs, la justice... le fera à ma place. Ambitieuse, bon, pourquoi pas, je l'ai défini tout à l'heure. Strong-minded, moi je verrais peut-être aussi drama queen, caractère fort, je vais t'écraser, je suis féministe. Et puis aventureuse, c'est quoi? C'est promiscuité élevée, ce qui n'a pas du tout... ce que l'homme déteste, hein, parce qu'il faut oublier que... l'homme déteste chez une femme la promiscuité, et la promiscuité détruit une femme, parce que une femme qui a beaucoup de relations sexuelles avec plusieurs hommes, c'est-à-dire que la chance pour que un homme puisse dédier ses ressources à un enfant qui n'est pas le sien est beaucoup plus élevée, et un homme ne veut pas se sacrifier pour un enfant qui n'est pas le sien. Donc ça, c'est un peu dangereux de parler de ça.
Encore une fois, mesdames, c'est pas parce que j'aime pas les femmes aventureuses ou j'aime pas les femmes à fort caractère ou que les hommes. En tout cas, je parle de moi, mais je parle aussi des hommes en général. Mais c'est surtout qu'il faut savoir lire entre les lignes et qu'il faut comprendre que d'un point de vue psychologie évolutionnaire, ces traits-là chez une femme ne sont pas des traits très attirants. Ils sont plutôt des traits masculins. Donc embrasser votre féminité, c'est embrasser aussi d'autres choses que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, mesdames, si vous avez du travail à faire sur vous, mais ça passera aussi par recommencer un petit peu à avoir une estime de vous beaucoup plus stable et arrêter de vous filtrer sur les réseaux sociaux. Ça booste votre ego, mais ça détruit l'estime de vous-même parce que ça vous met dans une logique prostitutionnelle. Ce qui est finalement, on en parlera dans la 4e partie, mais ce qui est finalement le côté dark de F et qui vous met dans des situations désagréables. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on passe à la dernière partie du coup. Quatrième partie de cette vidéo, celle qui va nous poser des questions et nous donner des hypothèses sur pourquoi aujourd'hui c'est si difficile de se mettre en couple, pourquoi les jeunes générations galèrent plus que les générations précédentes, et bien évidemment, quelles sont aujourd'hui les dynamiques, pourquoi on arrive à des graphes que je vous montre, qui deviennent relativement inquiétants, et en quoi la technologie aussi renforce ces problèmes. Donc j'ai des notes, alors j'ai fait le travail. Je vais m'appuyer sur plusieurs auteurs, anthropologues, etc., ainsi que mes théories personnelles, parce que malheureusement, peu traitent aujourd'hui les écrans, et je suis parmi les seuls en France, et ça se voit dans le système scolaire, parce que j'ai très peu de concurrents, qui traitent donc du coup des réseaux sociaux. Donc je vais mettre mon expertise par rapport à ce que donnent les auteurs. Alors déjà, je vais vous parler, moi, de ce que je vois déjà à l'école, et notamment d'un livre « Enfants et adolescents en mutation » de Jean-François Gaillard, et qui expose 2 modèles sociologiques entre un monde qui est finissant, c'est-à-dire les plus de 30 ans aujourd'hui, enfin, les plus de 30 ans à l'heure où il a écrit le livre, et aujourd'hui, les moins de 30 ans. On pourrait presque parler, en fait, finalement, presque avant 90 et après 90, quand même que la scission n'est pas nette, et c'est pas parce que on a aujourd'hui, par exemple, comme moi j'ai moins de 30 ans, je me reconnais pas dans le tableau des moins de 30 ans dans tous les cas. C'est-à-dire que, là, encore une fois, l'humain du quotidien est assez... comment dire voilà, il y a des zones de nuances. Donc, ce que l'on voit, c'est que le monde moderne, donc post-guerre, c'est quand même... Faut pas oublier que c'est un façonnement culturel datant de l'univers chrétien, donc il y a beaucoup de christianisme, et donc du coup le christianisme, je rappelle, c'est une religion qui est patriarcale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion du père. Alors attention, patriarcal ne veut pas dire domination de l'homme, parce que je vois les féministes qui vont commencer à émettre les comment ça s'appelle, le signal sonore rouge vif. D'ailleurs, je crois que c'est Sylvain Durin qui en a parlé avec Stéphane Edouard. Il y a sa vidéo parler de l'arnaque du matriarcat. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un patriarcat que c'est l'homme qui est dominant, la femme peut dominer. Exemple, société allemande sous Angela Merkel, c'est un patriarcat, et pourtant c'est une femme qui est au pouvoir. Et même chose que c'est pas parce qu'on est dans un matriarcat que c'est une femme qui domine. Les sociétés matriarcales sont les sociétés tribales, et dans les sociétés tribales, le chef peut être un homme. Donc ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il le dit très bien, Sylvain Durin, que l'islam, par exemple, est une religion matriarcale. Les sociétés arabes sont matriarcales, et pourtant, les droits des femmes n'est pas présent. Donc, bon, ça, c'était une digression. En revanche, donc, il ne faut pas oublier que le monde finissant, en tout cas je rappelle en France, façonnement culturel datant de l'univers chrétien et qui émerge à Rome au IVe siècle. Donc c'est une autorité de mode paternel avec un mode vertical, où il y a la morale, il y a une injonction à ne pas penser, un discours de vérité, et que, je rappelle, le rationalisme est relativement cartésien,
et que tout ce qui est, par exemple, sexualité, mais ça on en reviendra, c'est interdit, la transgression, intimité, etc. Il y a beaucoup de rituels, et donc il y a des dominants et des soumis. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes, et quand vous regardez aussi les années 90, etc., ceux qui sont éducateurs ont dû le voir aussi, et moi je sais que j'ai fonctionné aussi dans ce modèle-là. Par exemple, en ce qui concerne le rapport prof-élève, aujourd'hui, et c'est ce que j'arrête pas de dire en conférence au niveau des profs, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de dire je suis un sachant, je vous dis ce qui est juste et vous devez écouter. Ça ne marchera pas avec les jeunes d'aujourd'hui. Puisque nous sommes, avec le féminisme, et ça c'est le gros problème, le féminisme et les idéologies woke, nous basculons dans un mode horizontal, matriarcal. La religion n'est plus, en tout cas la religion chrétienne, et avec la théorie zémourienne du grand remplacement, on tend vers une religion musulmane, pardon, et la religion musulmane, je tiens juste à dire que c'est une religion matriarcale. Donc mode horizontal, incivilité, excès d'égalitarité. C'est dur à dire, égalitarité. Donc c'est dans un monde où rien n'est interdit et tout est négociable. Vous allez dans le monde arabe, au pays du Maghreb, tout se négocie. Et donc du coup l'autorité est de mode maternel, alors attention, c'est-à-dire que il n'y a plus de scission, on coupe plus le cordon en fait. C'est-à-dire que là où l'autorité paternelle vient séparer, là on ne sépare plus. Alors vous allez me dire en quoi ça va voir avec la vidéo et la SMV, vous allez vite comprendre juste après. Donc, les relations sont d'égal à égal, c'est-à-dire que on le voit par exemple le Covid, que vous soyez médecin ou caissier chez Auchan, vous avez la même crédibilité en médecine et personne n'a le droit de vous le reprocher. Voilà, donc ça on le verra avec sexualité, donc c'est une banalité, mais ça on le verra tout à l'heure. Alors, en quoi ça change ces modes de vie ? Tout simplement, c'est très simple. Avec les hashtag menartrash, hashtag MeToo, balance ton porc, l'excès aujourd'hui d'écran des réseaux sociaux, l'idéologie woke, en fait il y a une destruction des relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous campés sur son téléphone, on préfère draguer en mode gros bourrin sur les réseaux sociaux, on ne muscle plus les capacités relationnelles et émotionnelles, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus, et à l'école les enfants sont dénués d'empathie totalement, on le voit. D'une part parce que l'excès de dopamine lié aux écrans, c'est-à-dire la jouissance présente, amène à la destruction. Et bien évidemment, amène à la destruction, on jouit tellement qu'en fait on ne prend plus goût à l'effort, et l'excès de dopamine amène la procrastination. À voir dans ma formation d'ailleurs sur Deviens une machine de réussite, je l'explique très bien là. Et bien évidemment, en fait les féministes, en dévoyant les femmes et en les libérant de leur sexualité, arrivent, comme le dirait l'auteur, je ne me rappelle plus, sur l'homme tue, la femme en rend fou, c'est-à-dire que F va dans son côté obscur et tend à devenir une prostituée, une pute, et à se soumettre au diable. D'où, voilà pourquoi les femmes choisissent les bad boys. Alors ça donne quoi sur le tableau ? Donc là j'ai reproduit le graphique de la SMV, et vous allez vite comprendre. En fait avec le féminisme, ce qui se passe, c'est que on tend à dire aux femmes que vous pouvez vous dévoyer et avoir la sexualité que vous voulez, parce que de toute manière ça va vous libérer. Sauf qu'on a dit que d'un point de vue anthropologique, les hommes regardent le passé sexuel d'une femme. Pourquoi ? Parce que plus elle a de relations sexuelles avec d'hommes différents, moins elle est fidèle, et ça été prouvé par les études, et d'autre part, s'il y a un enfant, l'homme peut être dans une situation où il va jouer le rôle de fournisseur de ressources, mais sans avoir la certitude que l'enfant auquel il va fournir sa valeur est bien le sien. Et ça, un homme ne veut pas se sacrifier biologiquement pour un enfant qui n'est pas le sien, parce qu'il ne va pas réussir à répandre ses gènes, et donc du coup il n'y aura pas de descendance. Donc le féminisme tend à dire que les femmes, vous pouvez vous dévoyer, il n'y a aucun problème. H ne verra rien parce que la valeur masculine est inférieure à la valeur féminine. Donc voilà ce que ça donne sur la SMV. On considère que les femmes gardent leur 10 sur 10 jusqu'à
plus de 40 ans et viennent rejoindre la SMV masculine qu'à partir de 50 ans. Donc en pointillé, c'est ce que dit le féminisme aux femmes. Donc les femmes vont arrêter tout simplement de se mettre en couple à l'âge de 22, 23, 24, 25, ne font plus d'enfants, le recul de la natalité française est présente, et on voit bien que chez les minorités, donc les cultures musulmanes et africaines, les femmes pondent, du coup, d'où le basculement. Et les femmes européennes, du coup occidentales, elles ne vont rien faire, vont se dire, bah tiens, moi ma valeur, imaginons voilà quand à 30, 35, voire 40, les femmes en ont marre du couple parce que les hommes se comportent d'une mauvaise manière, ce qui peut arriver, il n'y a pas de souci. Bah, les femmes ont cette tendance à penser qu'elles valent encore un 10 sur 10, en tout cas sur l'échelle générale de la SMV, vont divorcer, puis après vont faire des vidéos comme vous l'avez vu, où je décrypte la vidéo sur Brut et la femme de 45 ans qui découvre la red pill, qui finalement vont se dire, bah tiens, moi je suis encore une 10 sur 10, je vais tenter ma chance sur le marché des rencontres à 40-45 ans, alors que normalement en réalité elles sont là, donc elles valent plus que 2. Et puis elles vont se dire, tiens mais c'est bizarre, je ne trouve plus d'hommes, ou alors les hommes qui me parlent en fait veulent juste mon cul et après ils se cassent. Ben oui, parce qu'en réalité toi t'es là et à 45 ans l'homme est là. Voilà. Pourquoi on représente aussi beaucoup d'hommes qui trichent, c'est-à-dire qui s'amusent à tromper leur conjointe? Ben parce qu'en fait la femme à 40 ans est là, l'homme est là, alors que si on faisait la même chose à 25, ben l'homme est là et la femme est là. À 25 ans, les femmes trompent beaucoup plus. Donc, c'est un problème. Mensonge sur la SMV lié au féminisme et aux réseaux sociaux. Donc, les femmes ont l'impression qu'elles détiennent un privilège. Et vu qu'il y a absence de religion, je rappelle, Gaillard le dit bien, émergence depuis le dernier quart du XXe siècle, forte remise en question de l'arrogance destructrice de la science moderne, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en la religion, et l'homme est obligé, l'homme avec un grand H, est obligé de combler son vide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comblent le vide, alors n'importe comment, mais combler le vide quand il n'y a plus de divinité, qui on a mis au rang de divinité aujourd'hui? Le corps féminin et la sexualité féminine, et donc c'est pour ça que la femme devient intouchable aujourd'hui. Autre problème aujourd'hui des relations hommes-femmes, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait croire aux femmes comme le féminisme que leur valeur ne baissait jamais. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous êtes une femme et que vous mettez une photo, vous serez toujours validé, quoi qu'il arrive, par des hommes, mais en général des hommes qui ont des SMV très faibles, et ça donne l'impression que vous êtes élevé, mais en réalité vous n'attirez jamais les hommes que vous voulez, mesdames. Et ensuite, gros problème des réseaux sociaux, c'est que derrière un écran, il n'y a plus l'affront du rejet. Donc, que font les hommes? Eh bien, ils ont un gros problème de stratégie collective. Les femmes sont d'ailleurs plus malignes et plus intelligentes là-dessus. C'est-à-dire que les hommes, je le rappelle, étant polygames de nature, vont s'amuser à inonder les réseaux sociaux et les sites de rencontres de propositions masculines auprès des femmes, ce qui vont déséquilibrer l'économie, comme on dit en économie, l'offre et la demande, ce qui va mettre la femme sur un piédestal et aura l'impression qu'elle a le choix, une multitude de choix. Donc, sur demande des hommes, égo-booster des femmes avec l'arrivée de misère sexuelle et donc l'arrivée de simp, c'est-à-dire d'hommes ayant aucun choix que de se soumettre aux femmes pour avoir ne serait-ce que un temps avec elles. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, tout simplement, ça demande aux femmes de faire des choix de plus en plus exigeants, et on le voit par exemple avec le graphe que je vous mets à l'écran. Voici comment les femmes s'amusent à noter les hommes, et vous avez le graphe en rose, comment les hommes notent les femmes sur une échelle d'activité de 1 à 7, et vous voyez qu'en fait, 80% des hommes sont pas du tout attirants aux yeux des femmes, alors que pour les hommes, la majorité des femmes sont capables de les satisfaire physiquement. D'ailleurs, ça revient au graphe que je vous ai montré en troisième partie,
où les femmes sont beaucoup plus exigeantes sur le physique. On n'arrête pas de dire que les hommes sont visuels, etc. Mais en réalité, avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui et du féminisme, les femmes sont devenues beaucoup plus exigeantes et en fait choisissent beaucoup plus l'apparence. Alors, du coup, gros problème avec les jeunes aujourd'hui, donc on a dit mode horizontal, c'est matriarcal, tribal, appartenance par le groupe. Excès d'égalité, d'égalitarité, indifférenciation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rôle des sexes. C'est-à-dire que tout le monde est pareil, tout le monde a la même crédibilité, tout le monde peut donner son avis sur tout. Ce qui fait qu'il y a une dissonance cognitive déjà chez F entre ce qu'il y a, puisque les hommes deviennent féminisés avec le féminisme, du coup ne deviennent plus attirants, parce que je rappelle que le côté obscur de F, c'est la soumission au diable, et ce qu'elles veulent. Donc, du coup, les femmes sont frustrées et deviennent hystériques, puisqu'elles n'ont plus ce qu'elles veulent, mais pourtant les hommes sont devenus ce qu'elles voulaient selon le féminisme. Et donc, c'est là où on va voir que finalement... Je vous le montre en mille, hein. C'est-à-dire... Donc voici les graphiques qui arrivent de Finlande. Alors là, vous avez sur le premier graphique le nombre de partenaires de toute une vie chez les hommes. Donc là, on voit qu'on n'a plus des sexualités monogames. Hein. Maintenant, la monogamie devient super rare. Regardez en 2015. Même chose pour les femmes. Alors que vous voyez, en 1971, c'était assez incroyable. Vous aviez très peu de partenaires différents. Et là, on voit bien qu'en 2015, ben voilà, la femme se libère. D'ailleurs, chez les quadras, c'est très intéressant parce que la femme, quand elle est quand elle se libère, en fait, elle va coucher avec des jeunes hommes, en fait, pour se satisfaire. Ça l'amène à sa perte, hein, toujours. Mais la cougar, voilà, notamment les quadras, ont des sexualités très dévoyées. Ils ont un nombre incalculable de partenaires durant leur vie. Si on fait le comparatif avec les hommes, voilà. Déjà, moi, cette stat ici, là, les 18-24 ans, 71, 99, 2007, 2015. Ouais, plus ça va, moins les hommes baisent. Hein. Les jeunes hommes baisent. Alors que c'est totalement l'inverse quand il s'agit des femmes. Regardez, 71, 99, 2007, 2015. Hein, on est clairement sur autre chose. Tac. Les hommes, au moins 2 partenaires sexuels. Donc 18-24 ans, c'est la chute totale. Ça se rééquilibre à 35-44 ans, donc en haut de la SMV. Mais encore, voilà, les hommes souffrent beaucoup de misère sexuelle aujourd'hui. Hein. Et voilà. Et voilà, la phase de dévoiement, elle est là. Et là, alors ce graphique, il est très intéressant parce que regardez. Faites le comparatif avec la SMV ici. Les femmes ont énormément de partenaires en 18-24 ans et que leur SMV baisse. Regardez, 25-34. Et là, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, certaines femmes reprennent des sexualités du type H. C'est-à-dire basculent dans la polygamie. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver dans le matriarcat. La polygamie sera, à mon avis, la nouvelle norme chez les femmes. Hein. Donc les femmes vont devenir polygames, mais hypergames en même temps. C'est-à-dire qu'on va être polygame, mais pas avec n'importe qui. Hein. Puis bien évidemment, si on peut essayer de manipuler des hommes, ce serait pas mal. Donc ça nous intéresse pas beaucoup. Alors... Ah bah ça c'est intéressant, l'âge moyen entre les hommes et les femmes. Et c'est ici qu'il faut regarder surtout là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, la sexualité, le péage du débucelage, les hommes, regardez, ça y est, ça remonte. Voilà, j'ai expliqué dans un commentaire la dernière fois, j'avais pas encore... On a que la moyenne, mais ce serait intéressant de voir la médiane et les écarts types du premier rapport sexuel, et vous regardez que chez les hommes, là, ça a tendance à remonter, alors que chez les femmes, ça continue de baisser.
Et je le vois bien, hein, d'ailleurs, la différence en maturité émotionnelle et sexuelle sur le marché des rencontres entre les hommes et les femmes aujourd'hui, elle est éclatante de vérité. Les femmes sont dedans et les hommes, ils participent pas du tout. Et là, là aussi, c'est très intéressant de voir en fait qui étaient amoureux de leur première partenaire. Les hommes sont devenus amoureux, ceux qui se font cocu en fait à la fin, alors que les femmes, plus ça va, ben non en fait, plus ça avance. Et à 2010-2014, j'ose même pas imaginer ce que c'est 2020. Et là, le mariage lors de leurs premiers amants, premiers partenaires, et là, vous voyez, bah, c'est une catastrophe. Alors, regarde, les femmes, c'est incroyable. Hein. Bon, après, logique, il y a eu le droit des femmes qui viennent un petit peu basculer. Mais bon, là, c'est là où on voit que c'est incroyable hein, ce qui se passe. Ah, et là aussi, ce qui est intéressant, sexualité avec des étrangers, les hommes. Avec des étrangères, pour le coup, non. 18-24, pas mal en 2015. Vous voyez, hein, c'est le progrès, hein, on fait avec tout le monde hein, aujourd'hui. Donc, bon, il y en a plein d'autres, je vais pas tous les... mais vous aurez compris, un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, la baisse de sexe chez les hommes. Donc ça, c'est le partage d'hommes et de femmes âgés de 18 à 30 ans qui ont déclaré qu'ils n'ont pas eu accès à la sexualité dans l'année précédente. Et regardez, aujourd'hui, 28% des hommes n'ont pas de sexe depuis un an en 2018 contre 18% des femmes. Ce qui prouve que c'est bien une minorité d'hommes qui ont accès à la chair. Et autre qui, elle, fait super parler aussi, c'est celle-là. C'est la virginité des hommes. Donc ça, c'est le partage des hommes âgés de 30 ans ou moins qui ont déclaré n'avoir pas eu de sexualité avec une femme après 18 ans. Et regardez, en 2008, c'était 8% pour les hommes, 27% en 2018. 27%, mais c'est énorme, 27%. Vous imaginez, presque un peu plus d'un homme sur 4 est vierge aujourd'hui, en 2018. C'est dingue. C'est dingue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la flèche, c'est que oui, en juin 2017, il y a eu l'iPhone, c'est-à-dire le premier smartphone, donc les pensées suicidaires, les réseaux sociaux, et c'est là où en fait la SMV des femmes et l'exigence des femmes s'est resserrée. Et donc, la misère sexuelle masculine est énorme. Énorme. Ça fait peur, hein. Parce que du coup, vous imaginez que H et F, ils ont des... voilà, ils sont complémentaires. H sans F, en fait, H va aller vers son côté sombre et H, il a le fatal en lui. H devient violent, il tue ou il se fait mal à lui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous avez beaucoup de violence. Et dans un matriarcat, ne croyez pas dans un matriarcat, dans les comment ça s'appelle, les tribus ou les sociétés matriarcales, il y a énormément de violence parce qu'en fait, il y a des indifférenciations et les gens, en fait, font des crises identitaires. Et donc, c'est ce qui est en train d'arriver en France. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais on y arrive tout droit. Pour en revenir un petit peu aussi au problème, c'est que en fait, les jeunes aujourd'hui, et puis l'être humain, par accès de dopamine sans effort, aujourd'hui la société arrive sur la sexualité n'est plus un interdit, une transgression ou une intimité, comme il était par exemple dans un mode culturel chrétien, mais plutôt c'est devenu une banalité, une consommation, ça tient du réel, il y a une jouissance directe. En fait, la sexualité est devenue une banalité, c'est-à-dire que en fait on jouit, on prend, on jette. Et donc ça crée des troubles de l'individualisation, du rapport à soi et donc du coup d'un déclin de l'estime de soi énorme et donc du coup des troubles dépressifs. Mais surtout, ça amène quoi ? Ça amène en fait des logiques prostitutionnelles. C'est-à-dire que on veut tout de suite,
on ne veut plus d'efforts, on veut jouir. Et donc, je rappelle quel est le sexe qui a un côté sombre et qui amène vers la prostitution. C'est F. Et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Qui sont des stars de TikTok et d'Instagram ? C'est des influenceuses. Et les influenceuses, elles n'ont rien à vendre, elles n'apportent aucune valeur. Donc qu'est-ce qu'elles font ? La valeur ajoutée à leurs vidéos, c'est quoi ? C'est elles, c'est leur sexe en fait. C'est le fait, c'est leur corps. Vous voyez que les influenceuses retouchent les photos. Vous voyez qu'il y en a, ils profitent aussi du marché de misère sexuelle, parce que du coup l'homme va consommer. Et donc, ça leur donne de la valeur, d'autant plus. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des influenceuses qui vendent l'eau de leur bain. Voilà. Bah oui, mais c'est très con, mais ça part de là. Mais la logique prostitutionnelle, je rappelle, la finalité de la logique prostitutionnelle, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours une fin, ça va être la vieillesse, et moi je prédis encore une fois que dans 10 ans, on aura une catastrophe dépressive sur les influenceuses d'aujourd'hui, Instagram et TikTok, tout en sachant qu'on a eu les troubles dépressifs des stars de la télé-réalité. Et on en prend le même chemin aussi. Du coup... avec le féminisme aussi, H devient violent psychologiquement car il a crise identitaire de sa masculinité, il ne sait plus quoi faire. CF, un lycéen qui m'a raconté après un débat sur l'égalité salariale ainsi que sur le harcèlement de rue, que de toute manière, merci monsieur de remettre les choses au clair, parce que si c'est nous qui le disions, alors dans ce cas-là, nous serions morts socialement parce que ces jeunes filles nous mettraient à mort socialement. Ça, c'est le témoignage d'un jeune lycéen que j'ai eu dans un lycée cette année. Élève de première. Et bien évidemment, crise de communication, l'addiction, en tout cas l'usage excessif du smartphone, puisqu'il faut jouir tout et maintenant, et les réseaux sociaux sont programmés, je rappelle, par des neuroscientifiques et des ingénieurs, de manière à capter les gens et à leur procurer du bien-être en permanence en les mettant dans des bulles informatives, dans l'objectif est de les brosser dans le sens du poil, de satisfaire leur ego ici et là, maintenant. Voilà, vous savez tout aujourd'hui sur la SMV et sur la problématique d'aujourd'hui dans notre monde en 2022. Est-ce que ça peut changer ? Oui. Ça reste à l'instant T, c'est un avis à un instant T. Je rappelle que l'objectif de la sociologie et de la science, c'est d'être en perpétuel débat et mouvement. Ce n'est pas une idée arrêtée. Voilà, c'est une longue vidéo, beaucoup de recherches. Si ça vous satisfait, surtout rétribuez cette vidéo à l'aide d'un petit pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Twitter, ça s'affiche sur l'écran, sur mon site Deviens une machine pour avoir des formations et accès à plein de choses, à du coaching, notamment en nutrition, en sport, et bien sûr en gestion des écrans, d'hygiène de vie, pour retrouver l'estime de soi et retrouver des capacités sociales. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, voilà, qui était chargée. Merci à ceux qui ont réussi à rester jusqu'à la fin. Évidemment, je vais mettre les différentes parties de manière à ce que vous puissiez vous repérer facilement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!